Ses yeux verts étaient un refuge où personne ne pouvait entrer, excepté ses propres rêves silencieux. Sophie tremblait imperceptiblement, tandis que ses doigts effleuraient les coupes de cristal qu'elle devait servir. Le contraste entre sa peau chaude et le verre froid était comme sa vie même, une frontière entre deux mondes qui ne devaient jamais se toucher. L'air parfumé du salon devint lourd quand les rires cruels l'entourèrent, l'humiliant devant tous, mais alors comme un vent inattendu qui change le destin d'une feuille tombée, il tendit sa main l'invitant à danser, ses yeux bleus pénétrant les murs invisibles qu'elle avait construits autour de son cœur. Et tandis que leur corps se mouvait au rythme d'une musique que seuls eux semblaient entendre, Sophie sentit que quelque chose d'endormi s'éveillait en elle, comme si toute sa vie, elle avait attendu ce moment sans le savoir. Ses yeux verts étaient un refuge où personne ne pouvait entrer, excepté ses propres rêves silencieux. Sophie tremblait imperceptiblement, tandis que ses doigts effleuraient les coupes de cristal qu'elle devait servir. Le contraste entre sa peau chaude et le verre froid était comme sa vie même, une frontière entre deux mondes qui ne devaient jamais se toucher. L'air parfumé du salon devint lourd quand les rires cruels l'entourèrent, l'humiliant devant tous, mais alors comme un vent inattendu qui change le destin d'une feuille tombée, il tendit sa main l'invitant à danser, ses yeux bleus pénétrant les murs invisibles qu'elle avait construits autour de son cœur. Et tandis que leur corps se mouvait au rythme d'une musique que seuls eux semblaient entendre, Sophie sentit que quelque chose d'endormi s'éveillait en elle, comme si toute sa vie, elle avait attendu ce moment sans le savoir. Le salon resplendissait de lumière dorée, qui se reflétait dans les coupes de cristal, créant de petits arcs-en-ciel qui dansaient sur les murs de marbre. Le manoir du Bois, situé sur la plus haute colline du quartier le plus exclusif de Lyon, célébrait son traditionnel gala de printemps. Pour quiconque n'appartenant pas à ce cercle doré, entrer dans ce monde était comme visiter un pays étranger, où le langage se composait de regards hautains et la monnaie était le nom de famille. Pour Sophie Martin, à peine âgée de 20 ans, avec son uniforme noir parfaitement repassé et ses cheveux châtains attachés en un chignon improvisé, cette soirée représentait bien plus qu'un simple travail supplémentaire. C'était sa première véritable opportunité, après des mois à chercher une solution financière qui lui permettrait de poursuivre ses études de design, maintenant suspendues faute de ressources. Ne regarde personne dans les yeux, ne t'attarde pas trop longtemps au même endroit et surtout, ne fais rien tomber, l'avait averti Madame Moreau, la gouvernante, avec ce ton qui mêlait compassion et avertissement. Je t'ai choisi pour remplacer Marie parce que tu sembles intelligente, mais rappelle-toi, ici tu es invisible, ou du moins tu devrais l'être. Sophie acquiesça, sentant ses mains trembler légèrement alors qu'elle tenait le plateau argenté avec des coupes de champagne. Sa peau claire, parsemée de quelques taches de rousseur presque imperceptibles, rougissait facilement quand elle était nerveuse, et aujourd'hui, elle semblait être en permanence teintée d'une douce nuance rosée. Ses yeux, d'un vert doux comme les nouvelles feuilles du printemps, restaient fixés sur le sol de marbre, comptant mentalement les pas pour ne pas trébucher avec les talons empruntés qui lui étaient légèrement grands. Les 2 premières heures s'écoulèrent sans incident. Sophie se glissait parmi les invités comme une ombre, offrant des boissons, récupérant les verres vides, toujours attentive aux signaux de Madame Moreau, jusqu'à ce que la musique change. Le pianiste commença à jouer un morceau plus lent, plus intime. Les couples se formèrent naturellement au centre du salon. Sophie en profita pour s'approcher d'un coin, près d'une des colonnes décorées de jasmin grimpant, pour reprendre son souffle. C'est alors qu'elle la vit. Chloé Petit, héritière d'une des familles les plus influentes de la région, s'avançait vers elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, grande, élancée, avec une robe rouge qui semblait peinte sur son corps et des bijoux qui captaient toute la lumière de la pièce. À ses côtés, 3 femmes la suivaient comme des satellites autour d'une planète dominante. « Regardez ce que nous avons là », dit Chloé, s'arrêtant devant Sophie. Sa voix, bien que douce, coupait comme du verre. « C'est la première fois que tu vois quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Je parie que dans ton quartier, les fêtes sont différentes. » Sophie baissa encore plus le regard, sentant la rougeur s'étendre jusqu'à son cou. Elle tenta de s'écarter, mais Chloé l'en empêcha, se plaçant stratégiquement pour bloquer son chemin. « Montre-nous comment tu marches avec ce plateau », continua Chloé, élevant légèrement la voix pour que plus de personnes puissent l'entendre. « J'ai remarqué que tu as un style particulier. » Les rires commencèrent à se faire entendre, discrets au début puis plus évidents. Sophie sentit les larmes commencer à se former dans ses yeux. Sa mère lui avait toujours dit de garder sa dignité avant tout, mais en ce moment, entourée de personnes qui la voyaient comme un divertissement, la dignité semblait un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Je dois continuer à travailler,
murmura-t-elle, essayant que sa voix ne se brise pas. « Oh, mais c'est divertissant !» insista Chloé, prenant une coupe du plateau de Sophie et en buvant une gorgée. « Montre-nous comment tu marches. Allez !» Sophie tenta de reculer, mais trébucha légèrement sur ses propres pieds. Le rire s'intensifia. Une larme rebelle s'échappa, glissant sur sa joue. Elle sentait que l'air lui manquait, que le salon entier se refermait sur elle comme une cage dorée. Et alors, tout changea. Une présence traversa le cercle qui s'était formé autour d'elle. Un silence soudain tomba sur le groupe. Sophie, toujours le regard baissé, ne put voir que des chaussures noires parfaitement cirées qui s'arrêtèrent devant elle. « M'accorderiez-vous cette danse ?» La voix était profonde, sereine. Ce n'était pas une question, mais une affirmation déguisée en courtoisie. Sophie leva lentement les yeux, comme si elle craignait ce qu'elle allait trouver. Des yeux bleus, intenses, profonds comme l'océan après une tempête. Le visage anguleux mais harmonieux d'un homme qui ne souriait pas facilement, mais quand il le faisait, comme maintenant, transformait toute son expression. Nicolas Dubois, le propriétaire du manoir, l'hôte de la fête, se tenait debout devant elle, la main tendue. Le monde sembla s'arrêter. Sophie entendit le halètement collectif, sentit les regards percer son dos. Le plateau dans ses mains commença à trembler dangereusement. « Je ne peux pas », murmura-t-elle, consciente qu'elle parlait à son employeur. « Je suis en train de travailler. » Les yeux de Nicolas s'adoucirent imperceptiblement. Sa main resta tendue. « J'insiste. » D'un geste presque imperceptible, Nicolas appela un serveur proche, qui s'approcha rapidement pour prendre le plateau des mains tremblantes de Sophie. Avant qu'elle ne puisse protester, la main de Nicolas prit la sienne, étonnamment chaude pour quelqu'un qui semblait si distant. Il la conduisit jusqu'au centre du salon, où les couples s'étaient écartés, créant un espace pour eux. Le pianiste, comme s'il avait répété ce moment, changea la mélodie pour une valse lente, intime. « Je ne sais pas danser », confessa Sophie, sentant que son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. « Suivez mes pas », répondit-il simplement. « C'est plus facile qu'il n'y paraît. » Et ils commencèrent à danser. Au début, Sophie sentait que ses pieds étaient de plomb, que chaque pas était une opportunité pour le désastre. Mais il y avait quelque chose dans la fermeté avec laquelle Nicolas la guidait, dans la sécurité de sa main sur sa taille, qui peu à peu la fit se détendre. La musique les enveloppait comme une bulle, les isolant momentanément des regards, des murmures, de ce monde auquel elle n'appartenait pas. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle finalement, trouvant le courage de le regarder directement dans les yeux. Nicolas l'observa un moment, comme s'il considérait soigneusement sa réponse. « Parce que je connais la différence entre ceux qui cherchent leur place dans le monde et ceux qui croient déjà tout posséder, » répondit-il finalement. « Et j'ai plus de respect pour les premiers. » La valse continua, et avec chaque tour, chaque pas, Sophie sentait quelque chose changer en elle. Ce n'était pas seulement l'humiliation qui s'évanouissait, c'était quelque chose de plus profond, comme si une graine avait été plantée dans un terrain inattendu. Quand la musique s'arrêta, Nicolas l'accompagna discrètement jusqu'à la porte qui menait à la zone de service. Avant de la lâcher, il se pencha légèrement. « Merci pour la danse, Sophie », dit-il, prononçant son nom comme si c'était quelque chose de précieux. Elle acquiesça, incapable de former des mots cohérents, et traversa la porte vers la cuisine. À peine la porte se referma-t-elle derrière elle, qu'elle s'appuya contre le mur, sentant que ses jambes cédaient finalement. Comment connaissait-il son nom? Et plus important encore, pourquoi l'homme le plus puissant de la fête avait-il choisi de danser avec elle, la fille invisible? Ce que Sophie ne pouvait pas voir, c'était l'expression de Nicolas en retournant dans le salon. Le masque de courtoisie était revenu à sa place, mais ses yeux avaient changé, comme s'il avait vu quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps sans le savoir. Cette nuit-là, tandis que les invités se retiraient et que le manoir retrouvait peu à peu son état d'opulence silencieuse, deux personnes ne pouvaient pas dormir. Sophie, dans sa petite chambre partagée dans la zone de service, revivait chaque seconde de la danse, chaque mot. Et Nicolas, dans sa suite principale, regardait la ville depuis sa fenêtre, se demandant ce qu'il y avait dans ses yeux verts qui lui semblaient si étrangement familiers. Aucun des deux n'imaginait que cette nuit, cette danse improvisée, n'était que le début, que le destin se tisserant infatigable venait de créer le premier nœud d'une histoire qui les changerait à jamais. Avez-vous aimé ce premier chapitre de l'histoire? Dites-moi ce que vous en pensez et si vous souhaitez découvrir la suite de cette histoire d'amour qui ne fait que commencer. Le lendemain matin arriva avec la clarté implacable que seule peut apporter la lumière après une nuit qui a tout changé. Sophie se réveilla avant les autres employés de service avec la sensation d'avoir vécu un rêve dont elle devait maintenant s'éveiller. Elle se regarda dans le petit miroir fêlé qu'elle partageait dans la chambre de service, cherchant un signe visible de ce qui s'était passé la veille. Ses yeux verts lui renvoyèrent son regard, légèrement rougi par le peu d'heures de sommeil,
mais il y avait quelque chose de plus en eux, une étincelle qui n'était pas là auparavant. « On te cherche !» La voix de Julie, une autre employée de maison, la fit sursauter. « Madame Moreau dit que tu dois aller à son bureau immédiatement. » Le cœur de Sophie fit un bond. La renverrait-on pour ce qui s'était passé hier soir? Les mains tremblantes, elle arrangea rapidement son uniforme et attacha ses cheveux en une simple tresse. Chaque pas vers le bureau de la gouvernante semblait la rapprocher d'un précipice. Le bureau de Madame Moreau était un petit sanctuaire d'ordre et de discipline. La femme d'une 60aine d'années, et avec un chignon si serré qu'il semblait étirer ses traits, l'accueillit avec une expression indéchiffrable. « Assieds-toi, Sophie, » dit-elle, désignant l'unique chaise devant son bureau. « Sais-tu pourquoi je t'ai appelée ?» Sophie déglutit. « Je suppose que c'est pour ce qui s'est passé hier soir, madame. Je vous assure que ce n'était pas mon intention. Monsieur Dubois a spécifiquement demandé que tu sois affecté au service direct de la maison principale, » interrompit Madame Moreau, étudiant sa réaction. « Pas au service général pour les événements, mais à l'entretien quotidien de la résidence privée. » La surprise laissa Sophie sans voix. De toutes les possibilités qu'elle avait imaginées en chemin vers ce bureau, celle-ci n'en faisait pas partie. « Mais je n'ai pas d'expérience en service résidentiel, » parvint-elle finalement à articuler. « C'est ce que j'ai dit, » répondit la femme plus âgée, avec une ombre de sourire. « Mais Monsieur Dubois a insisté. Il a dit que tu as une attention aux détails qu'il recherche chez son personnel proche. » Ces mots exacts. Sophie sentit une rougeur traîtresse monter le long de son cou. Une attention aux détails. Ils avaient à peine échangé quelques phrases pendant cette danse surréaliste. « Tu commences aujourd'hui même, » continua Madame Moreau, lui remettant un petit trousseau de clés. « Isabelle te montrera tes fonctions. Tu seras principalement en charge de la bibliothèque et du bureau privé. Ce sont les zones où monsieur passe le plus de temps quand il est à la maison. » 2 heures plus tard, Sophie suivait Isabelle, une femme plus âgée au visage aimable, à travers couloirs et pièces qui semblaient sorties d'un musée. Le manoir du bois était encore plus impressionnant à la lumière du jour que sous les éclairages de fête. Chaque recoin racontait une histoire de privilèges, de tradition et de bon goût. « Monsieur est très discret », expliquait Isabelle, tout en lui montrant l'imposante bibliothèque à 2 niveaux. « Il vient d'une famille ancienne, mais il n'est pas comme la plupart des riches de Lyon. Il préfère les livres aux fêtes, bien qu'il organise des événements par obligation sociale. » Sophie écoutait attentivement, absorbant chaque détail tout en passant un doigt sur les dos en cuir des livres. Elle n'avait jamais vu autant de livres réunis en un seul endroit, pas même dans la bibliothèque publique de son quartier. « Et il vit seul dans ce manoir si grand ?» demanda-t-elle, incapable de contenir sa curiosité. Isabelle la regarda avec une expression qui mêlait avertissement et complicité. « Seul depuis 3 ans, quand ses parents sont décédés dans un accident. Il a un frère cadet, Thomas, mais il étudie à l'étranger et vient rarement. Et il y a eu une fiancée il y a un temps, mais elle s'arrêta, comme si elle en avait trop dit. Ce n'est pas à nous d'en parler. » Sophie acquiesça, gardant cette information comme on garde une pièce précieuse sans savoir encore où elle s'insère. Les jours suivants établirent une nouvelle routine. Sophie se chargeait de maintenir impeccable la bibliothèque et le bureau, apprenant rapidement les préférences de Monsieur Dubois. Comment il aimait trouver ses papiers rangés, quels livres il lisait actuellement, et devait rester à portée de main, quel type de fleurs il préférait dans le petit vase de son bureau, des lys blancs, toujours frais. Durant la première semaine, ils se croisèrent à peine. Il semblait éviter les zones quand elle y travaillait, et Sophie se demandait si la danse avait été simplement un geste de compassion momentané, déjà oublié, jusqu'à ce qu'un après-midi, alors qu'elle réorganisait une section de livres d'architecture, la porte de la bibliothèque s'ouvre silencieusement. Nicolas Dubois entra, absorbé par des documents qu'il tenait à la main. Il était habillé de façon décontractée selon ses normes. Pantalon sombre et chemise bleue, aux manches retroussées, qui faisaient ressortir la couleur de ses yeux. Il s'arrêta net en la voyant monter sur un petit escabeau. « Je ne voulais pas interrompre, » dit-il, avec cette voix profonde que Sophie avait rappelée dans chaque moment de silence durant la semaine. « Vous n'interrompez rien, monsieur, » répondit-elle, descendant précipitamment de l'escabeau. « J'ai presque terminé ici. » Nicolas l'observa pendant un moment qui sembla s'étirer éternellement. Il y avait quelque chose dans son regard, une intensité qui n'avait rien à voir avec l'autorité d'un employeur. « Les livres d'architecture » commenta-t-il finalement, désignant la section qu'elle venait de ranger. « Ils t'intéressent » La question la prit au dépourvu. C'était la première fois que quelqu'un dans cette maison lui demandait ses centres d'intérêt. « En fait, oui » admit-elle, se surprenant elle-même par son honnêteté. « J'étudiais le design d'intérieur avant de devoir l'interrompre temporairement. » Quelque chose changea dans l'expression de Nicolas, comme s'il avait confirmé un soupçon.
Il s'approcha de l'étagère et en sortit un grand volume, relié de cuir bleu foncé. « Celui-ci pourrait t'intéresser alors, dit-il, lui tendant le livre. Demeures anciennes de Rhône-Alpes. Il contient des photographies exceptionnelles du patrimoine architectural local. » Sophie prit le livre avec révérence, ouvrant ses pages avec soin. Les photographies étaient vraiment impressionnantes, capturant des détails de manoirs coloniaux, de cours intérieures avec des fontaines, de balcons sculptés. « C'est magnifique, murmura-t-elle, oubliant momentanément à qui elle parlait. J'ai toujours été fasciné par la façon dont les espaces peuvent raconter des histoires. Vous savez, chaque recoin, chaque détail dit quelque chose sur ceux qui y habitent, sur leurs rêves, leurs peurs. » Elle s'interrompit, consciente qu'elle parlait trop. Mais quand elle releva les yeux, Nicolas l'observait avec une expression qu'elle ne sut interpréter. « Tu peux l'emporter, dit-il simplement, pour le lire tranquillement. »« Ah, je ne pourrais pas. J'insiste, l'interrompit-il doucement. Les livres sont faits pour être lus, pas pour accumuler la poussière sur des étagères. » Un silence confortable s'installa entre eux, comme si c'étaient deux personnes habituées à se comprendre sans mots. Finalement, Nicolas sembla se rappeler quelque chose. « Au fait, je voulais te remercier. »« Me remercier ?» Sophie cligna des yeux, confuse. « Pourquoi ? Pour la danse ?» répondit-il, avec un sourire presque imperceptible. « Ce fut la chose la plus sincère que j'ai vécue lors d'une fête dans cette maison depuis longtemps. » Avant que Sophie ne puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit à nouveau. Chloé Petit entra comme si elle était la propriétaire des lieux, avec une robe d'été qui semblait conçue pour rappeler à quiconque la regardait le privilège de le faire. Elle s'arrêta en voyant Sophie tenant le livre, et une ombre traversa son visage parfait. « Nicolas, chéri, je te cherchais partout, » dit-elle, s'approchant pour enlacer son bras au sien, dans un geste qui clarifiait un message territorial. « Ta mère m'a personnellement demandé de revoir les détails du dîner de charité du mois prochain, et j'ai besoin de ton approbation pour quelques changements. » Sophie fit instinctivement un pas en arrière, se souvenant de l'humiliation de la soirée de la fête. Elle posa le livre sur une table proche. « Avec votre permission, » murmura-t-elle, se dirigeant vers la porte. « Je reviendrai plus tard pour terminer. »« Sophie !» La voix de Nicolas l'arrêta juste au moment où elle atteignait la poignée de la porte. « N'oublie pas le livre. » Elle se retourna, rencontrant les yeux bleus qui soutenaient maintenant une bataille silencieuse avec ceux de Chloé. Avec un léger hochement de tête, elle revint prendre le livre, puis sortit rapidement de la bibliothèque. Alors qu'elle s'éloignait dans le couloir, elle put entendre la voix élevée de Chloé. « Depuis quand prêtes-tu des livres au personnel ?» Et ce livre en particulier, Sophie serra le volume contre sa poitrine, sentant qu'elle venait de recevoir bien plus qu'un simple prêt. C'était un pont fragile, peut-être impossible, entre deux mondes qui ne devraient jamais se toucher. Cette nuit-là, dans sa petite chambre, Sophie passa des heures à parcourir du doigt les pages du livre, découvrant des manoirs qui racontèrent des histoires d'autres temps. Sur la garde du livre, une inscription manuscrite attira son attention. Pour Nicolas, parce que chaque maison garde des secrets, mais seules quelques-unes gardent l'âme de ceux qui les habitent. Avec amour, maman. En lisant ces mots, Sophie ressentit une connexion inattendue avec cet homme qu'elle connaissait à peine. Lui aussi gardait des secrets, comme ce manoir. Et pour une raison inexplicable, elle sentait qu'il l'invitait à les découvrir. Ce que Sophie ne pouvait pas savoir, c'est qu'au même moment, Nicolas observait la ville depuis la terrasse de sa chambre, pensant à des yeux verts qui lui rappelèrent quelqu'un de son passé. Quelqu'un qu'il avait aimé et perdu avant d'avoir eu la chance de comprendre ce que signifiait réellement aimer. Le temps au manoir du bois semblait s'écouler différemment, comme si les murs centenaires absorbèrent les heures et les transformaient en quelque chose de plus dense, de plus significatif. Pour Sophie, les semaines se transformèrent en une étrange danse de présence et d'absence. Des jours entiers sans voir Nicolas, suivis de rencontres brèves mais intenses dans la bibliothèque ou le bureau, où ils échangèrent des mots sur les livres, le design ou simplement sur le temps, avec une familiarité qui grandissait silencieusement. Chaque rencontre laissait en Sophie une sensation douce amère, comme si elle goûtait à quelque chose d'interdit qu'inévitablement elle devrait abandonner. Elle se répétait qu'elle ne devait pas confondre la gentillesse avec quelque chose de plus, que les contes de fées n'existaient pas, et encore moins pour quelqu'un comme elle. « Tu es différente », lui dit Camille, sa meilleure amie d'enfance, lors d'un de ces rares dimanches de congé. Elles étaient assises dans le petit café du quartier, où elles avaient toutes deux grandi, un endroit simple avec des nappes à carreaux et la meilleure pâtisserie du coin. « Différente comment ?» demanda Sophie, remuant distraitement son café. Camille l'étudia avec ce regard qui semblait la transpercer depuis qu'elles avaient 5 ans, comme si tu vivais à 2 endroits à la fois. Ton corps est ici, mais ton esprit est ailleurs. Sophie soupira. Elle ne pouvait pas le nier. C'est juste que ce travail, cette maison, c'est comme entrer dans un autre monde chaque jour.
Parfois, je me demande si j'appartiens vraiment à un endroit. Ou à quelqu'un, ajouta Camille, avec un sourire complice. Ne me regarde pas comme ça. Je te connais depuis que tu as perdu ta première dent. Il y a quelque chose de plus, ou quelqu'un de plus. Avant que Sophie ne puisse répondre, la clochette de la porte tinta. Par simple habitude, elles regardèrent toutes deux vers l'entrée. Sophie sentit son cœur s'arrêter. Nicolas Dubois se tenait debout à la porte, aussi déplacé dans ce café modeste qu'un lion dans une boutique d'antiquités. Il était habillé de façon décontractée, jean sombre et une simple chemise blanche, mais même ainsi sa présence semblait altérer la gravité du lieu. Ses yeux parcoururent l'établissement jusqu'à la trouver. « Est-ce que c'est… » Camille laissa la question en suspens, bouche bée. Nicolas s'approcha de leur table d'un pas mesuré, comme s'il calculait chaque mouvement. Il s'arrêta devant elle, et pour la première fois depuis que Sophie le connaissait, il semblait légèrement mal à l'aise. « Sophie, dit-il en guise de salut, pardonne l'interruption. »« Monsieur Dubois, » répondit-elle, sentant tous les regards du café fixés sur eux. « Comment saviez-vous que j'étais ici ?» Une ombre de sourire traversa le visage de Nicolas. « J'ai demandé à Isabelle. J'espère que ça ne te dérange pas. » Il adressa un regard cordial à Camille. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit Camille, avec un sourire qui cachait mal sa curiosité. « Je suis Camille, l'amie de Sophie depuis que nous étions enfants. »« Enchanté, » dit Nicolas, et il semblait sincère. « Je ne veux pas interrompre votre rencontre. J'avais juste besoin de te parler, Sophie, d'une affaire. » Il fit une pause, comme s'il reconsidérait ses mots. « D'un projet, en fait. » Sophie échangea un regard rapide avec Camille, qui haussa les sourcils d'une manière éloquente. « Je partais justement, » annonça Camille, ramassant son sac. « Je dois aller chercher mon frère au football. » Elle se pencha pour embrasser Sophie et chuchota à son oreille « Tu m'appelles après et tu me racontes tout, compris ?» Après le départ de Camille, Nicolas prit place en face de Sophie. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. C'était étrange de le voir hors du contexte du manoir, comme s'il était un personnage qui s'était échappé de son livre. « Un café ?» proposa Sophie, brisant le silence. Nicolas acquiesça, et quand la serveuse s'approcha, il commanda un café noir. La femme le regarda avec une curiosité mal dissimulée avant de s'éloigner. « Tu ne viens pas souvent dans ce quartier, je suppose ?» commenta Sophie, essayant de maintenir un ton léger. « En réalité, j'y venais beaucoup, il y a des années. » La réponse de Nicolas la surprit. Ses yeux parcoururent le café avec une expression nostalgique que Sophie ne lui avait jamais vue auparavant. « Ma mère est née à 3 rues d'ici. » Cette révélation frappa Sophie comme une vague inattendue. « Ta mère ? Mais je pensais, c'est-à-dire la famille Dubois. Mon père était un Dubois, » expliqua Nicolas, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ma mère était Émilie Laurent, fille d'un boulanger. Ils se sont rencontrés quand elle travaillait comme assistante à l'université où mon père enseignait l'économie. » Sophie essaya d'assimiler cette information. Elle avait toujours supposé que Nicolas provenait de générations de richesses des deux côtés. « Mon grand-père maternel avait une boulangerie au coin d'Allende et Réforme, » continua Nicolas, désignant vaguement vers la fenêtre. « Elle a fermé il y a 15 ans, à sa mort, mais ce café que nous venions ici, ma mère, mon frère et moi, quand nous rendions visite à mes grands-parents. » La serveuse revint avec le café, interrompant le moment. Nicolas la remercia avec un sourire qui fit légèrement rougir la femme. « Pourquoi me racontes-tu cela ?» demanda Sophie quand ils se retrouvèrent à nouveau seuls. Les yeux bleus de Nicolas, intenses comme toujours, la regardèrent directement. « Parce que je veux que tu comprennes que je connais les deux mondes, Sophie, et parce que j'ai besoin de ton aide pour quelque chose en rapport avec cette histoire précisément. » Il lui expliqua alors. La fondation Dubois, établie par ses parents, aidait les jeunes des quartiers modestes à poursuivre leurs études universitaires. Chaque année, ils rénovaient un espace communautaire dans le cadre de leurs activités. Cette année, ils voulaient rénover l'ancienne bibliothèque du quartier, précisément là où Émilie Laurent avait découvert son amour pour les livres. « J'ai besoin de quelqu'un avec une vision pour ce projet », conclut Nicolas. « Quelqu'un qui comprenne à la fois la valeur de l'éducation et le pouvoir d'un espace bien conçu. » Et après avoir vu comment tu as transformé la disposition de la bibliothèque du manoir, il fit une pause. « Je voudrais t'offrir de coordonner le projet, avec un salaire adéquat bien sûr, et la flexibilité pour reprendre tes études. » Sophie le regarda incrédule. « Mais je n'ai pas d'expérience pour quelque chose d'aussi important. J'ai à peine terminé 2 semestres de design. »« Tu as de l'instinct, » répondit Nicolas avec assurance, « et de la passion. Ça ne s'apprend dans aucune université. » Un silence s'installa entre eux, tandis que Sophie assimilait la proposition. C'était une opportunité qu'elle ne pouvait refuser, mais cela signifiait également un lien plus profond avec cet homme qui commençait à occuper trop de ses pensées. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, ayant besoin de comprendre.
Il y a des designers professionnels qui tueraient pour un projet avec ta fondation. Nicolas détourna le regard vers la fenêtre, comme s'il cherchait les mots dans la rue animée. Quand il la regarda à nouveau, il y avait une vulnérabilité dans ses yeux que Sophie n'avait jamais vue. Parce que quand je t'ai vu cette nuit-là à la fête, étant humilié par des personnes qui ne valent pas la moitié de ce que tu vaux, j'ai vu ma mère. Sa voix devint plus basse, plus intime. Elle a traversé quelque chose de similaire quand elle a commencé à sortir avec mon père. La société lyonnaise peut être cruelle envers ceux qu'elle considère comme des parvenus. Sophie sentit que quelque chose se brisait et se reconstruisait en elle. Soudainement, elle comprit pourquoi il l'avait invitée à danser cette nuit-là, pourquoi il l'avait sauvée. Ce n'était pas pour elle, c'était pour le fantôme de sa mère, pour une blessure ancienne qui n'était pas encore cicatrisée. « Je comprends », dit-elle, avec un sourire qui tentait de cacher sa déception. « J'accepte le projet. » Mais Nicolas semblait détecter le changement dans son attitude. Il tendit sa main sur la table, s'arrêtant à quelques centimètres de la sienne sans la toucher. « Je n'ai pas terminé, » dit-il doucement. « J'ai vu ma mère dans cette situation. Oui, mais ensuite, je t'ai vu, toi, Sophie, ta dignité, ta force contenue. La façon dont tes yeux, même remplis de larmes, maintenaient un feu que personne ne pouvait éteindre. » Il fit une pause, comme s'il révélait quelque chose que lui-même n'avait pas admis jusqu'à présent. Et puis nous avons dansé. Et c'était comme si pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait réellement, pas le nom du bois, pas la fortune, pas l'homme d'affaires, juste Nicolas. Le cœur de Sophie fit un bond face à cette confession. L'intensité dans les yeux de Nicolas était écrasante, comme s'il avait ouvert une porte vers une pièce privée de son âme que peu avaient visitée. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle, sentant que n'importe quel mot serait inadéquat. « Ne dis rien », répondit-il avec un sourire plus léger, comme s'il voulait alléger la tension qu'il avait créée. « Dis seulement que tu acceptes le projet parce que c'est une bonne opportunité professionnelle. Le reste peut attendre. » Sophie acquiesça, consciente qu'ils venèrent de franchir une ligne invisible, mais sans être sûre de où les menait le chemin qui s'ouvrait devant eux. Dans les jours qui suivirent, Sophie partagea son temps entre ses devoirs au manoir et les visites à l'ancienne bibliothèque du quartier. Le bâtiment, une belle construction du début du XXe siècle, qui avait autrefois été une maison familiale, se trouvait dans un état d'abandon partiel. Mais sous les couches de négligence, Sophie pouvait voir son potentiel. Les hautes fenêtres qui pourraient inonder l'espace de lumière naturelle, les arcs originaux qui pourraient encadrer différentes zones de lecture, la cour centrale qui pourrait devenir un oasis pour les lecteurs de tous âges. Nicolas l'accompagna lors de plusieurs de ses visites, et ce fut durant l'une d'elles, alors qu'il mesurait des espaces et discutait d'idées sous la chaude lumière de l'après-midi, que Sophie commença à entrevoir les cicatrices invisibles qu'il portait. « Ce coin », dit Nicolas, désignant un espace sous un escalier en colimaçon. « Ma mère s'asseyait ici avec nous et nous lisait des contes. Elle disait que c'était un endroit magique où les histoires prenaient davantage vie. » Sophie observa l'espace, l'imaginant transformé en un coin de lecture accueillant pour enfants. « Nous pourrions recréer cela, un espace spécial pour la lecture de contes, avec des coussins et des étagères basses à portée des enfants. » Le sourire de Nicolas fut si authentique qu'il plissa les coins de ses yeux. « Elle adorerait ça. » Son visage s'assombrit légèrement. « Parfois, je me demande si elle serait fière de ce que j'ai fait de son héritage. »« Pourquoi ne le serait-elle pas ?» demanda doucement Sophie, s'appuyant sur la rampe de l'escalier. Nicolas resta silencieux un moment, le regard perdu dans des souvenirs que Sophie ne pouvait qu'imaginer. « Mon père est mort en premier, » dit-il finalement. Une crise cardiaque soudaine et inattendue. Ma mère a changé après cela. Elle est devenue plus fragile, plus absente. L'accident est survenu 6 mois plus tard. « Je suis vraiment désolé, » murmura Sophie, résistant à l'envie de s'approcher et de prendre sa main. « Ce que personne ne sait, » continua Nicolas, d'une voix presque inaudible, « c'est que ce n'était pas vraiment un accident. Ma mère a choisi de partir. » L'impact de ces paroles tomba lourdement entre eux. Sophie retint sa respiration, comprenant l'ampleur de ce qu'il lui confiait. « Nicolas, » commença-t-elle sans savoir quoi dire. « Seul Thomas et moi le savons, » poursuivit-il, comme si maintenant qu'il avait commencé, il avait besoin de libérer tout le poids. J'ai trouvé sa lettre. Elle disait qu'elle ne pouvait pas continuer sans lui, qu'elle se sentait incomplète, qu'elle nous aimait mais que la douleur était insupportable. Sa voix se brisa légèrement. J'avais 19 ans, Thomas à peine 15. Il ne l'a toujours pas surmonté. C'est pourquoi il vient rarement à Lyon. Sophie ne put se contenir plus longtemps. Elle s'approcha et prit sa main dans les siennes. Elle s'attendait à de la résistance, mais Nicolas entrelaça ses doigts aux siens comme un naufragé s'accrochant à une planche au milieu de l'océan. « Le soir de l'accident, nous nous sommes disputés, » confessa-t-il, le regard fixé sur leurs mains unies. « Je lui ai dit qu'elle était égoïste,
qu'elle nous abandonnait. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas ce qu'elle prévoyait de faire. Ce furent mes derniers mots pour elle. Sophie sentit les larmes s'accumuler dans ses yeux. Elle comprenait maintenant pourquoi Nicolas semblait porter le poids du monde sur ses épaules, pourquoi il y avait une solitude en lui que toute la richesse ne pouvait combler. « Ce n'était pas ta faute », dit-elle fermement, serrant sa main. « La douleur est parfois plus forte que n'importe quoi d'autre, même que l'amour. » Nicolas leva les yeux, ses yeux bleus brillants de larmes contenues. « La culpabilité te change, Sophie. Elle te transforme en quelqu'un que tu ne reconnais pas. J'ai passé 7 ans à essayer de compenser quelque chose que je ne pourrais jamais réparer. » À ce moment, sous la lumière poussiéreuse qui filtrait par les fenêtres de la vieille bibliothèque, Sophie vit le véritable Nicolas. Pas l'homme d'affaires puissant, pas l'héritier d'une fortune, mais le fils qui cherchait encore la rédemption, cherchant un chemin de retour vers lui-même. Sans réfléchir, elle s'approcha davantage et posa sa main libre sur sa joue. Le contact fut électrique, comme si quelque chose d'endormi depuis longtemps s'éveillait en eux deux. « Nous portons tous des cicatrices, Nicolas, » chuchota-t-elle. « Certaines sont simplement plus visibles que d'autres. » Pendant un moment éternel, le monde sembla se réduire à ce point de contact entre eux. Sophie pouvait sentir la respiration de Nicolas, voir chaque nuance de bleu dans ses yeux, compter les battements de son propre cœur qui semblait sur le point d'exploser. Et puis, le bruit de pas et de voix brisa le sortilège. Nicolas s'écarta doucement, se recomposant avec une rapidité qui révélait des années de pratique à cacher ses émotions. C'était l'architecte du projet, arrivant pour la réunion programmée. Le moment était passé, mais quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Une confiance s'était établie, fragile mais profonde comme une rivière souterraine. Ce soir-là, tandis que Sophie retournait au manoir dans la voiture que Nicolas avait insisté pour envoyer la chercher, elle sentit qu'elle traversait un point de non-retour. Elle n'était plus seulement la femme de ménage fascinée par l'homme inaccessible, elle était maintenant la confidente de ses secrets les plus sombres, le témoin de ses blessures les plus profondes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans son bureau, Nicolas contemplait une ancienne photographie. Une femme aux yeux verts, très similaires à ceux de Sophie, souriait à côté d'un homme au visage sévère, mais au regard bienveillant. Ses parents, en des jours plus heureux. « Je brise toutes tes règles, maman », murmura-t-il au portrait. « Tu as toujours dit que le cœur ne comprend pas les classes sociales, mais tu as aussi dit que l'amour véritable ne doit blesser personne. Et je crains qu'à la fin, je ne lui cause que de la douleur. » La photographie, comme on pouvait s'y attendre, ne répondit pas. Mais dans le silence de la nuit, Nicolas prit une décision qui changerait le cours de tout ce qui était à venir. Sentez-vous la tension croître entre ces deux cœurs blessés? Dites-moi si vous voulez savoir quelle décision a pris Nicolas, et partagez si vous avez déjà dû choisir entre suivre votre cœur ou faire ce qui est correct. N'oubliez pas de me dire depuis quelle ville vous suivez cette histoire d'amour défendue. Le projet de rénovation de la bibliothèque avançait à bon rythme. En un peu plus d'1 mois, le vieux bâtiment commençait à se transformer sous la vision de Sophie, qui avait découvert en elle-même un talent naturel pour voir le potentiel, là où d'autres ne voyaient que des ruines. Les murs, maintenant dans des tons chauds d'ocre et de terre cuite, captaient la lumière différemment. Les espaces s'écoulaient avec une logique qui invitait à se perdre entre livres et conversations. Pour Sophie, chaque jour était une découverte, non seulement de l'espace qu'elle transformait, mais d'elle-même. Pour la première fois de sa vie, elle sentait que ses idées comptaient, que sa voix était entendue. L'équipe d'architectes et de constructeurs, initialement sceptique à l'idée de travailler sous la direction d'une jeune femme sans diplôme, la respectait maintenant pour sa vision claire et sa détermination. « Tu as un don », lui avait dit Mathieu, l'architecte principal, après qu'elle eut résolu un problème de distribution qui les bloquait. C'est comme si tu pouvais voir à travers les murs, imaginer l'espace dans sa meilleure version. Mais tandis que le projet florissait, quelque chose d'autre grandissait en silence, alimenté par des moments volés et des regards qui duraient 1 seconde de plus que nécessaire. Depuis cet après-midi de confession dans la vieille bibliothèque, quelque chose avait changé entre Sophie et Nicolas. Une intimité silencieuse, un langage secret de gestes et de sourires contenus. Nicolas visitait le projet presque quotidiennement, toujours avec l'excuse de superviser les investissements de la fondation. Mais Sophie savait, par la façon dont ses yeux la cherchaient en entrant, qu'il venait pour elle. Parfois, il apportait du café pour eux deux, d'autres fois un livre qu'il pensait pouvoir l'intéresser. Petit geste qui construisait un pont entre des mondes qui n'auraient jamais dû se toucher. « Tu devrais faire attention », l'avertit Camille un après-midi, alors qu'elle visitait le chantier pour voir l'avancement. « J'ai vu comment il te regarde. Et comment tu le regardes? Nous sommes amis, » répondit Sophie, bien que le mot semblât insuffisant pour décrire ce qui coulait entre eux. « Nous partageons des intérêts, c'est tout. »
Camille la regarda avec scepticisme. « Sophie, je te connais depuis toujours. Je ne t'avais jamais vue ainsi pour personne. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Rappelle-toi juste que des personnes comme lui vivent dans un autre univers. Les règles y sont différentes. » Sophie voulut protester, lui raconter à propos de la mère de Nicolas comment il comprenait les deux mondes, mais elle se retint. Certaines confidences ne lui appartenaient pas pour être partagées, pas même avec sa meilleure amie. Ce même soir, tandis qu'elle travaillait tard sur les plans finaux de l'espace enfant, elle sentit une présence familière. Nicolas était à la porte, l'observant avec une intensité qui fit accélérer son cœur. « Tu devrais te reposer, » dit-il, s'approchant pour voir les dessins éparpillés sur la table. « Tu es ici depuis 7 heures du matin. » Sophie s'étira, sentant la fatigue accumulée dans ses épaules. « Je veux que ce soit parfait. L'espace de lecture pour enfants sera le cœur du projet. » Nicolas se plaça à côté d'elle, si près qu'elle pouvait sentir son parfum subtil, un mélange de santal et quelque chose qui lui rappelait les livres anciens. « C'est déjà parfait, » murmura-t-il, pointant un détail sur le dessin. « Ce coin, c'est exactement comme je l'ai décrit, l'endroit où ma mère nous lisait des histoires. Je voulais te surprendre, » admit Sophie, consciente de sa proximité. « J'ai conçu des étagères intégrées qui suivent la courbe du mur et des sièges sous la fenêtre. La lumière naturelle tombera juste dans l'angle parfait pour lire. » Nicolas la regarda alors, et dans ses yeux il y avait quelque chose de si vulnérable, si ouvert, que Sophie sentit qu'elle manquait d'air. « Personne ne m'avait écouté ainsi auparavant, » dit-il, d'une voix à peine audible, comme si chaque mot importait. Ce ne fut pas une décision consciente. Aucun d'eux ne sut qui bougea en premier. Mais soudain, l'espace entre eux disparut. Les lèvres de Nicolas trouvèrent les siennes dans un baiser doux, presque révérencieux, comme s'il craignait qu'elle puisse s'évanouir sous son toucher. Sophie avait imaginé de nombreuses fois comment ce serait d'embrasser Nicolas Dubois. Dans aucun de ses fantasmes, elle ne s'était approchée de la réalité. Ce n'était pas seulement un baiser, c'était une confession, une promesse, l'aboutissement de quelque chose qui avait grandi entre eux depuis cette première nuit. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, Sophie vit dans les yeux de Nicolas le même étonnement qu'elle ressentait. « J'ai voulu faire ça depuis la première fois que je t'ai vraiment vu, » confessa-t-il, caressant sa joue avec une délicatesse qui la désarma. « Quand était-ce » demanda-t-elle, s'appuyant contre sa caresse. « Pas lors de la danse, » répondit-il, souriant. « C'était après. Quand je t'ai trouvé dans la bibliothèque, parlant aux livres pendant que tu les rangeais. Tu ne savais pas que j'étais là, et tu étais si libre, si authentique. » Sophie rougit, se rappelant comment parfois elle murmurait des commentaires aux livres en travaillant, une habitude qui lui avait valu des moqueries à l'école. « Tu vas penser que je suis folle. Je pense que tu es extraordinaire, » répondit-il, avec une sincérité qui ne laissait place à aucun doute. Ils s'embrassèrent à nouveau, cette fois avec moins de prudence, avec l'urgence de ceux qui ont attendu trop longtemps pour quelque chose qui aurait toujours dû être à eux. Mais le bonheur, comme le feu, parfois illumine seulement pour ensuite consumer tout sur son passage. Une semaine après ce premier baiser, alors que les derniers détails de la bibliothèque s'achevaient, Sophie reçut un appel qui changerait tout. C'était Madame Moreau, lui demandant de revenir au manoir immédiatement. Son ton était urgent, inhabituellement tendu. En arrivant, elle trouva la maison dans un état d'activité frénétique. Les domestiques allaient et venaient, préparant des chambres qui restaient normalement fermées. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à Isabelle, qui semblait particulièrement agitée. « Le jeune Thomas rentre demain d'Europe, » répondit la femme, baissant la voix. « Et il ne vient pas seul. Il amène sa fiancée et toute la famille de celle-ci. Mademoiselle Chloé organise un grand dîner de bienvenue. » Sophie ressentit une pointe d'inquiétude. Ces dernières semaines, avec l'intensité du projet et ce qui grandissait entre elle et Nicolas, elle avait presque complètement oublié l'existence de Chloé Petit. Ou peut-être, plus honnêtement, avait-elle voulu l'oublier. « Monsieur Dubois est-il à la maison ?» demanda-t-elle, essayant que sa voix paraisse désinvolte. Isabelle secoua la tête. « Il est sorti tôt. Mademoiselle Chloé est en charge de tous les préparatifs. » Comme si elle avait été invoquée par la mention de son nom, Chloé apparut dans le couloir, élégante comme toujours, dans une robe qui semblait trop formelle pour un simple après-midi à la maison. Son visage montra une expression momentanée de dégoût en voyant Sophie. « Ah, tu es enfin arrivée » dit-elle, avec cette fausse cordialité qui faisait que chaque mot sonnait comme une insulte voilée. « Nous devons réorganiser la bibliothèque pour le dîner. Je veux utiliser cet espace pour le cocktail préliminaire. »« La bibliothèque ?» répéta Sophie, sentant une alarme interne. Cet espace qu'elle avait rangé avec tant de soin, suivant les préférences de Nicolas, était presque un sanctuaire pour lui. Mais Monsieur Dubois ne permet généralement pas d'événements sociaux là-bas. Le sourire de Chloé devint tranchant.
Monsieur Dubois n'est pas ici, n'est-ce pas? Et puisque je serai bientôt officiellement membre de la famille, je prends certaines décisions en son absence. » L'insinuation fut comme un coup physique. Sophie tenta de maintenir une expression neutre, bien qu'elle sentit que le sol se dérobait sous ses pieds. « Membre de la famille ?» demanda-t-elle, détestant combien sa voix semblait faible. Chloé s'approcha d'elle, baissant la voix comme si elle partageait un secret, bien que son intention fût clairement que tous les domestiques présents puissent entendre. « Oh, je pensais que tu le savais déjà, travaillant si étroitement avec lui. » Son ton suggérait quelque chose d'inconvenant. « Nicolas et moi sommes fiancés depuis des années. Un accord entre nos familles qui se concrétisera enfin après l'annonce des fiançailles de Thomas. 2 mariages Dubois l'année prochaine. N'est-ce pas merveilleux ?» Sophie sentit que le monde entier se réduisait à un bourdonnement distant. Elle pensa aux baisers partagés, aux confessions chuchotées, aux promesses non dites mais implicites dans chaque regard. Tout avait-il été un mensonge? « Félicitations » parvint-elle à articuler, bien que les mots eussent un goût de cendre dans sa bouche. « Maintenant, si vous m'excusez, je vais préparer la bibliothèque comme demandé. » Elle s'éloigna avec toute la dignité qu'elle put rassembler, consciente des regards de pitié des autres domestiques. Dans la solitude de la bibliothèque, tandis qu'elle déplaçait des meubles et retirait les livres que Nicolas lisait actuellement, les larmes qu'elle avait contenues débordèrent enfin. Comment avait-elle pu être si naïve? Camille avait raison. Des personnes comme Nicolas vivaient selon des règles différentes. Ce qui pour elle avait été le début de quelque chose de profond et transformateur, pour lui n'était peut-être qu'un caprice, une aventure avant de remplir son destin prédéterminé. Elle était si absorbée par sa douleur qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. Quand elle leva les yeux, Nicolas était là l'observant avec une expression de confusion qui se transforma rapidement en alarme en voyant son visage baigné de larmes. « Sophie, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu… » Sa voix s'éteignit en remarquant les changements dans la pièce. « Que se passe-t-il ici ?» Sophie se redressa, essuyant ses larmes du dos de la main. La vulnérabilité des instants précédents céda la place à une froide détermination. « Je prépare la bibliothèque pour le cocktail précédant le dîner de bienvenue pour votre frère, » répondit-elle formellement, « sur instruction de votre fiancé. » Nicolas pâlit visiblement. « Ma quoi? Votre fiancé ?» répéta Sophie, et chaque mot était comme s'arracher une partie d'elle-même. « Mademoiselle Petit m'a informé de vos fiançailles. Permettez-moi de vous féliciter. » « Sophie, non. » Nicolas fit un pas vers elle, mais Sophie recula. « Ce n'est pas ce que tu penses. Chloé et moi ne sommes pas fiancés. Il y a eu un accord, il y a des années, entre nos parents. Mais ce n'a jamais été officiel, et ce n'est certainement pas quelque chose que je souhaite. » L'espoir se traître tenta de se frayer un chemin à nouveau dans le cœur de Sophie. Mais le mal était déjà fait. Le doute avait été semé. « Et pourquoi croit-elle le contraire ?» demanda-t-elle, détestant combien sa voix semblait vulnérable. Nicolas passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration que Sophie avait appris à reconnaître. « Parce que c'est ce que sa famille veut, ce que mon père voulait. Une union de fortune, de nom, la fin d'une rivalité commerciale de décennies. » Il fit un autre pas vers elle, cette fois sans que Sophie ne recule. « Mais ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que j'ai voulu depuis longtemps. » Il prit les mains de Sophie entre les siennes et elle sentit la chaleur familière qui semblait toujours émaner de lui. « Ce que je veux est juste ici, » dit-il avec une intensité qui était presque douloureuse. « Je l'ai su depuis cette nuit de la danse. Peut-être même avant, quand tu n'étais qu'un nom mentionné par le personnel, une recommandation d'Isabelle. » Sophie voulait le croire. Plus que tout au monde, elle voulait se plonger dans ses paroles et les laisser laver tous ses doutes. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui allait au-delà de Chloé Petit et de ses affirmations. « Même si c'est vrai, » dit-elle doucement, « quel avenir pourrait-il y avoir pour nous, Nicolas? Tu es qui tu es, et je suis qui je suis. »« Et qui sommes-nous, Sophie ?» demanda-t-il avec une curiosité sincère. « Un nom de famille? Un compte bancaire? Ou sommes-nous ce que nous choisissons d'être, ce que nous construisons ensemble ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit à nouveau. Chloé était là avec une expression de triomphe qui se figea en voyant Nicolas tenant les mains de Sophie. « Nicolas, je ne savais pas que tu étais revenu, » dit-elle, retrouvant rapidement sa composition. « Je supervisais les préparatifs pour demain, y compris informer le personnel d'un engagement qui n'existe pas. » La voix de Nicolas était calme, mais Sophie pouvait sentir la tension dans ses mains. Chloé entra complètement dans la pièce, fermant la porte derrière elle. Son visage parfait se durcit. « Je vois que ta distraction temporaire t'a informé de notre conversation, » dit-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nicolas, nous savons tous les deux que c'est juste une phase, une curiosité, comme quand ton père a rencontré ta mère. Le coup était calculé et précis. » Sophie sentit Nicolas se tendre à côté d'elle, comme un animal blessé sur le point d'attaquer.
Ne mentionne plus jamais ma mère, dit-il d'une voix si basse qu'elle était à peine audible. Et ne te réfère plus jamais à Sophie de cette manière. Jamais. Chloé laissa échapper un rire incrédule. Vraiment, Nicolas, tu vas tout jeter par-dessus bord pour une domestique? Que diront nos familles, nos amis? Je me fiche de ce qu'ils diront, répondit-il, et pour la première fois, Sophie vit l'homme complètement libéré des chaînes d'attente qu'il semblait toujours porter. Il y a longtemps que j'ai cessé de vivre pour plaire à des fantômes et satisfaire des traditions vides. Il se tourna vers Sophie, ignorant Chloé, comme si elle avait cessé d'exister. Je t'aime, Sophie Martin. Pas pour ce que tu représentes ou pour un quelconque parallèle avec mon passé. Je t'aime pour qui tu es, pour comment tu vois le monde, pour comment tu me fais sentir quand je suis avec toi, comme si, pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment vivant. Les mots flottèrent dans l'air, transformant tout autour d'eux. Sophie sentit que quelque chose en elle, quelque chose qui avait été endormi toute sa vie, s'éveillait enfin en pleine conscience. « Nicolas », commença-t-elle, mais Chloé l'interrompit. « C'est absurde !» cracha-t-elle, le visage rougi par la colère et l'humiliation. « Tu crois que tu peux simplement ignorer des années d'histoire familiale pour un caprice? Ton père aurait honte. » Nicolas se tendit et pendant un moment, Sophie craignit que les mots de Chloé aient atteint leur cible. Mais quand il parla, sa voix était ferme et claire. « Mon père aimait ma mère plus que tout au monde, dit-il. Tellement que lorsqu'il l'a perdue, une partie de lui est morte avec elle. S'il y a une chose que j'ai apprise de lui, c'est que l'amour véritable ne comprend pas les classes sociales, ni les attentes des autres. Il crée son propre monde. » Il se tourna vers Chloé et son expression s'adoucit légèrement. « Je suis désolé, Chloé. Je n'ai jamais voulu te blesser, mais je ne t'ai jamais donné de faux espoirs. Je ne t'ai jamais rien promis. » Chloé les regarda tous deux avec une expression qui mêlait rage et dédain. Sans dire un mot de plus, elle sortit de la bibliothèque, fermant la porte avec tant de force que les livres les plus proches vibrèrent sur leurs étagères. Le silence qui suivit était chargé de possibilités, de chemins bifurquant vers des futurs inconnus. Sophie regarda Nicolas, le regarda vraiment, comme si c'était la première fois. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle, osant à peine y croire. « Tu m'aimes ?» Nicolas réduisit la distance entre eux, encadrant son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « De tout mon être. Et si tu me le permets, je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » À ce moment, dans la bibliothèque où tout avait commencé, Sophie comprit que le feu ne laisse pas seulement des cendres. Parfois, des flammes les plus intenses surgit quelque chose de nouveau, quelque chose d'indestructible. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle contre ses lèvres. Et ça m'effraie à quel point. Le baiser qu'ils partagèrent alors était différent de tous les précédents. Ce n'était pas un secret, ce n'était pas une question, c'était une promesse, une déclaration à l'univers que, contre toute attente, deux âmes avaient trouvé leur foyer mutuel. Ce qu'ils ne savaient pas, alors qu'ils se tenaient l'un l'autre dans ce sanctuaire de mots et de savoir, c'est que la tempête ne faisait que commencer. Car Chloé Petit n'était pas une femme qui acceptait facilement la défaite, et elle avait un atout dans sa manche qui menaçait de détruire non seulement l'amour naissant entre Sophie et Nicolas, mais aussi l'héritage complet des Dubois. La bibliothèque rénovée était comble, un mélange inhabituel de deux mondes qui se rencontraient rarement. D'un côté, les habitants du quartier, des familles entières, avec des enfants excités explorant les nouveaux espaces de lecture. De l'autre, des hommes d'affaires en costumes coûteux, des donateurs de la Fondation Dubois, des figures éminentes de la société lyonnaise, tous impressionnés par la transformation de l'espace. C'était le jour de l'inauguration, l'aboutissement de mois de travail et de vision. Sophie, vêtue d'une robe verte simple mais élégante, qui mettait en valeur la couleur de ses yeux, évoluait dans l'espace avec l'assurance de celle qui a créé quelque chose de transcendant. Elle expliquait les concepts de design, les matériaux choisis, comment chaque recoin avait été pensé pour inviter à la lecture et à l'apprentissage. Nicolas l'observait de loin, avec un mélange de fierté et quelque chose de plus profond qu'il n'essayait pas de cacher. Les dernières semaines avaient été un tourbillon. Après la confrontation avec Chloé, il avait pris des décisions qui avaient surpris tout le monde. Il avait annoncé publiquement qu'il n'existait aucun engagement entre les familles Dubois et Petit. Il avait réorganisé plusieurs projets de l'entreprise pour se distancier des affaires. Petit, et le plus choquant, il avait présenté Sophie non seulement comme la designer du projet de la bibliothèque, mais comme la femme avec qui il partageait sa vie. Le scandale fut immédiat, bien sûr. Les cercles sociaux de Lyon ne pardonnaient pas facilement la transgression de leurs règles non écrites, mais Nicolas découvrit quelque chose de surprenant. La liberté de n'avoir à plaire à personne d'autre que son propre cœur était enivrante. « On dirait que ton projet est un succès retentissant », dit Thomas, s'approchant de son frère avec 2 coupes de champagne. À 22 ans, Thomas Dubois était comme une version plus légère de Nicolas, les mêmes yeux bleus,
mais avec un sourire plus facile, un esprit moins tourmenté. Nicolas accepta la coupe, sans quitter des yeux Sophie, qui montrait maintenant l'espace pour enfants à un groupe d'institutrices locales. C'est son projet. J'ai juste signé les chèques. Thomas suivit son regard. Alors c'est elle, la fameuse Sophie. Son ton était curieux, sans jugement. La femme qui a mis sens dessus-dessous toute la haute société du Rhône. Ça te dérange? Demanda Nicolas, regardant enfin son frère. Thomas sourit, un geste qui lui rappela douloureusement sa mère. Tu plaisantes. J'adore. Tu as toujours été trop contenu, trop responsable. Il était temps que quelqu'un te secoue un peu. Il fit une pause, observant Sophie. En plus, elle a quelque chose, une lumière. Ça se voit même d'ici. Nicolas sourit, reconnaissant du soutien de son frère. Maman l'aurait adoré, sans aucun doute, acquiesça Thomas d'un ton plus doux. Surtout parce qu'elle semble te rendre heureux, vraiment heureux. Pas cette version du bonheur que tu feignais pour tout le monde. Avant que Nicolas ne puisse répondre, Sophie s'approcha d'eux. Son visage était légèrement rougi par l'émotion et l'activité. Les institutrices sont enchantées par le coin lecture pour enfants, annonça-t-elle, avec un sourire qui illuminait tout son visage. Elles disent qu'elles n'ont jamais rien vu de tel dans un projet public. Thomas lui tendit la main. Tu dois être la fameuse Sophie. Je suis Thomas, le frère problématique. Sophie accepta sa main, souriant. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Que des bonnes choses, je te le promets. Alors mon frère a manifestement menti éhontément, plaisanta Thomas, provoquant un rire chez Sophie que Nicolas ne put s'empêcher d'admirer. Leur moment de complicité fut interrompu par l'arrivée du directeur de l'école locale, qui demanda à Sophie de lui montrer les détails de la salle multimédia. Avec une rapide caresse sur le bras de Nicolas, elle s'éloigna, laissant les frères à nouveau seuls. « Je suis fier de toi, » dit Thomas, surprenant Nicolas. « Pour la première fois depuis la mort de maman, je vois le vrai Nicolas. » Nicolas sentit un nœud dans la gorge. Sa relation avec Thomas avait toujours été complexe. Trop de distance, trop de secrets, trop de responsabilités assumées trop tôt. « Merci », répondit-il simplement, sachant que son frère comprendrait tout ce qui restait non dit. L'événement se poursuivit sans accroc. Un succès selon tous les critères. Nicolas prononça quelques mots de remerciement, puis insista pour que Sophie prenne le microphone afin d'expliquer sa vision du projet. La voir parler avec tant de passion, avec tant de précision et de connaissance, lui confirma ce qu'il savait déjà. Cette femme était extraordinaire, destinée à bien plus que ce que le monde avait prévu pour elle. L'inauguration touchait à sa fin quand Nicolas remarqua une présence inattendue à l'entrée. Chloé Petit, accompagnée de ses parents et d'un homme plus âgé qu'il reconnut comme Antoine Berger, l'un des avocats les plus influents et les plus redoutés de la ville. L'expression calculée sur le visage de Chloé déclencha toutes ses alarmes internes. « Que fait-elle ici » murmura Thomas, suivant le regard de son frère. « Aucune idée, mais ça ne peut rien présager de bon », répondit Nicolas, commençant à se diriger vers Sophie, qui tournait le dos à l'entrée, ignorant la menace qui venait d'arriver. Il n'arriva pas à temps. Chloé s'approcha directement de Sophie, touchant son épaule pour attirer son attention. Nicolas vit le visage de Sophie changer en reconnaissant la nouvelle venue, vit sa posture se tendre imperceptiblement. « Sophie, ma chère », la voix de Chloé était douce, faussement amicale, suffisamment forte pour que les personnes à proximité puissent t'entendre. « Quel projet si intéressant, presque autant que ton histoire familiale. » Nicolas se précipita vers elle, mais la foule dans l'espace restreint rendait difficile d'avancer rapidement. Il vit Sophie froncer les sourcils, confuse par les paroles de Chloé. « Excuse-moi, je ne comprends pas ce à quoi tu fais allusion », répondit Sophie avec prudence. Chloé sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, je pensais que tu le saurais. Après tout, c'est ta propre histoire. » Elle fit une pause théâtrale, s'assurant qu'elle avait l'attention non seulement de Sophie, mais de plusieurs spectateurs. Ou devrais-je dire l'histoire d'Émilie Laurent et de sa fille? Nicolas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Émilie Laurent, le nom de jeune fille de sa mère. Qu'insinuait Chloé? « Chloé, je ne sais pas ce que tu crois faire, » interrompit Nicolas, les atteignant enfin. « Mais ce n'est ni le lieu ni le moment pour ce que tu manigances. » Chloé le regarda avec une expression de fausse innocence. « Manigancer? Je partage simplement des informations intéressantes. Des informations que j'ai trouvées grâce à Monsieur Berger, qui a géré certaines affaires juridiques pour ton père il y a des années. » L'avocat s'approcha, avec un porte-document à la main et une expression impassible. « Monsieur Dubois », salua-t-il avec un hochement de tête formel. « Je n'avais pas l'intention de provoquer une scène, mais mademoiselle Petit a insisté pour venir aujourd'hui. »« De quoi parle-t-elle, Nicolas ?» demanda Sophie, la confusion évidente sur son visage. Chloé sortit une enveloppe du porte-document de l'avocat
et la tendit à Sophie. « Tu devrais peut-être voir par toi-même, c'est une copie de l'accord qu'Alexandre Dubois a signé avec ta mère, Lucie Martin, il y a 20 ans. » Sophie prit l'enveloppe d'une main tremblante. Nicolas tenta de l'arrêter, mais il était trop tard. Il observa, impuissant, comment elle extrayait les documents et commençait à les lire, comment son visage pâlissait à chaque ligne. « Ce n'est pas possible !» murmura Sophie, levant les yeux vers Nicolas, avec une supplication silencieuse dans son regard. « C'était vrai la dernière fois que j'ai vérifié, » répondit Chloé, ne cachant plus sa satisfaction. « Ta mère a reçu une somme considérable en échange de son silence, de ne jamais révéler que tu es la fille d'Alexandre Dubois. » Le silence qui suivit fut absolu, comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. Sophie regarda Nicolas, avec un mélange d'horreur et de compréhension naissante. « Tu le savais ?» demanda-t-elle, d'une voix qu'elle reconnut à peine comme la sienne. Nicolas secoua la tête, aussi choqué qu'elle. « Non, je te le jure, Sophie, je n'en avais aucune idée. » Il tenta de prendre sa main, mais elle recula. « Émilie et Alexandre étaient déjà mariés quand il a eu un écart avec ta mère, » continua Chloé, savourant visiblement le moment. Une simple aventure, typique des hommes puissants, mais avec des conséquences. « Tais-toi, Chloé !» La voix de Nicolas était dangereusement basse. « Tu n'as pas le droit de parler ainsi de mon père, ni de la mère de Sophie. »« De ta demi-sœur, tu veux dire ?» corrigea Chloé avec un sourire venimeux. « Quelle tragédie grecque fascinante, tu ne trouves pas? Amoureux de ton propre sang. La question est, le savais-tu et as-tu choisi de l'ignorer, ou n'en avais-tu vraiment aucune idée ?» Sophie regarda Nicolas une dernière fois, des larmes coulant déjà sur ses joues, puis s'enfuit du bâtiment en courant. Nicolas tenta de la suivre, mais Thomas le retint. « Laisse-la partir, » dit son frère avec une fermeté inhabituelle. « Elle a besoin d'assimiler tout ça. » Il se tourna vers Chloé et l'avocat, avec une froide colère qu'il avait rarement ressentie. « Comment as-tu pu faire une chose pareille? Exposer des informations si personnelles, si douloureuses en public ?» Chloé haussa les épaules, feignant l'indifférence bien que la satisfaction brillât dans ses yeux. « J'ai simplement pensé que vous méritiez tous deux de connaître la vérité, que tout le monde devrait connaître la vérité sur la relation particulière des frères et sœurs Dubois. Monsieur Berger, » Nicolas s'adressa à l'avocat, ignorant Chloé. « Est-ce légitime ?» L'homme plus âgé semblait mal à l'aise, conscient peut-être de s'être impliqué dans quelque chose de plus sordide qu'il ne l'avait prévu. « Les documents sont authentiques. Votre père m'a demandé de gérer l'accord en 2005, peu après la naissance de la petite. Et votre confidentialité professionnelle? Les documents ne sont plus sous protection de confidentialité, » répondit l'avocat, évitant son regard. Les clauses spécifiques indiquaient que la protection expirait après la mort des deux signataires. Votre père est décédé il y a 7 ans, et Madame Martin, il y a 8 mois. La révélation frappa Nicolas comme un coup physique. La mère de Sophie est morte? Cancer, confirma l'avocat. C'est à ce moment que Mademoiselle Petit s'est adressée à moi avec une demande d'information. Nicolas regarda Chloé avec un mélange d'incrédulité et de répulsion. Tu enquêtes sur Sophie depuis 8 mois, depuis avant même que nous nous connaissions, depuis qu'Isabelle a mentionné qu'elle avait recommandé la fille de Lucie Martin pour travailler au manoir, admit Chloé, sans montrer de remords. La coïncidence m'a semblé curieuse, et il est toujours utile d'avoir des informations. Nicolas sentait que le monde entier s'était retourné, non seulement à cause de la possibilité que Sophie soit sa demi-sœur, une idée qu'il lui était impossible de traiter en ce moment, mais à cause de la cruauté calculée, de la manipulation à long terme que Chloé avait exercée. « Sors d'ici », dit-il, avec un calme qui contenait à peine la tempête intérieure. « Toi et tes parents, et si tu t'approches à nouveau de Sophie ou de moi, je te jure que j'utiliserai toutes les ressources légales disponibles pour te faire répondre de ce spectacle. » Pour la première fois, Chloé sembla déconcertée par sa réaction. Peut-être s'attendait-elle à ce qu'il s'effondre, qu'il supplie la discrétion. Au lieu de cela, elle ne vit qu'une détermination froide, implacable. Quand tous les visiteurs indésirables furent partis, Thomas s'approcha de son frère. Les autres invités s'étaient également dispersés rapidement, ne laissant que le personnel et quelques amis proches. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Thomas, avec une inquiétude sincère. Nicolas regarda vers la porte par laquelle Sophie avait disparu. La trouver, lui parler, et ensuite découvrir la vérité. Et si la vérité est qu'elle est vraiment notre sœur? La question resta suspendue entre eux, lourde d'implications qu'aucun ne voulait affronter. Nicolas ferma les yeux un moment, essayant de mettre de l'ordre dans le chaos de ses pensées. « Elle ne l'est pas, » dit-il finalement, avec une certitude qui venait d'un endroit profond en lui. « Elle ne peut pas l'être. »« Comment peux-tu en être si sûr ?» demanda Thomas, bien qu'il semblât vouloir le croire. Nicolas pensa à Sophie, à ce qu'il ressentait en sa présence. Ce n'était pas seulement de l'attirance ou du désir, c'était une reconnaissance,
une sensation d'avoir trouvé une partie de lui-même qu'il ne savait pas manquante. Je le sais, c'est tout, mais j'ai besoin de le prouver. Pour elle, pour moi, pour ce que nous avons. Il se dirigea vers la sortie avec un objectif clair. Il trouverait Sophie, et ensemble ils affronteraient cette nouvelle tempête. Parce que s'il y avait une chose qu'il avait apprise ces derniers mois, c'était que certains amours ne naissent pas pour être confortables ou convenables. Ils naissent pour te transformer, pour te défier, pour t'emmener vers des lieux que tu n'avais jamais imaginés existants. Et parfois, ce sont précisément les amours pour lesquels cela vaut la peine de se battre jusqu'au bout. Nicolas et Sophie pourront-ils surmonter ce nouvel obstacle dévastateur? Est-il vrai qu'ils partagent le même sang? Dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer, et depuis quelle ville vous suivez ce drame qui atteint son point culminant. Le crépuscule à Lyon peignait le ciel de teintes orange et pourpre lorsque Nicolas trouva enfin Sophie. Elle était là où son instinct lui avait dit qu'elle serait, dans le petit cimetière à la périphérie de la ville, devant une pierre tombale récente, avec le nom de Lucie Martin gravé dans le granit gris. Il s'arrêta à une distance respectueuse, l'observant alors qu'elle restait agenouillée devant la tombe de sa mère, la tête inclinée et les épaules secouées par des sanglots silencieux. L'enveloppe contenant les documents reposait à côté d'elle sur la terre fraîchement tassée. Nicolas sentit une oppression dans la poitrine si intense qu'il avait du mal à respirer. Au cours des dernières heures, il était passé par tous les états émotionnels possibles, choc, déni, colère et finalement, un étrange calme né de la détermination. « Je savais que je te trouverais ici », dit-il doucement, s'approchant d'un pas. Sophie ne sursauta pas et ne se retourna pas, comme si elle avait senti sa présence bien avant qu'il ne parle. « Comment ?» demanda-t-elle d'une voix rauque d'avoir pleuré. « Camille », admit Nicolas, « elle m'a dit que tu venais ici quand tu avais besoin de réfléchir, de lui parler. » Un silence s'étendit entre eux, aussi vaste que le cimetière qui les entourait. « J'aurais dû te le dire », murmura finalement Sophie, « à propos de ma mère, mais ça semblait sans importance. Et une partie de moi voulait prétendre que ça n'était pas arrivé, qu'elle m'attendait encore à la maison. » Nicolas s'approcha lentement jusqu'à s'agenouiller près d'elle, maintenant une distance prudente mais proche. « Je suis tellement désolé, Sophie, pour tout, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, pour ne pas avoir été là quand ta mère est tombée malade. Ce n'était pas ta responsabilité, » répondit-elle, le regardant enfin. Ses yeux verts, ses yeux qui l'avaient captivé dès le premier instant, étaient rougis et gonflés. Nous n'étions rien l'un pour l'autre à ce moment-là. Le choix des mots les fit tous deux frémir, conscients de la nouvelle et terrible possibilité qui planait sur eux. « Je n'y crois pas, » dit Nicolas avec fermeté, regardant la pierre tombale de Lucie comme s'il pouvait en extraire des réponses. « Je ne peux pas croire que nous soyons ça. » Sophie laissa échapper un rire amer, sans humour. « Frère et sœur, tu ne peux même pas le dire. » Elle secoua la tête. « Les documents semblent assez clairs, Nicolas. Ton père a payé ma mère pour garder le secret que j'étais sa fille. Mon père était beaucoup de choses, » répondit Nicolas, choisissant soigneusement ses mots. Un homme d'affaires brillant, un mari dévoué après certaines erreurs dans son mariage. Mais il était aussi orgueilleux, soucieux des apparences, de l'héritage. Il fit une pause. S'il avait eu une fille, même hors mariage, je ne crois pas qu'il l'aurait maintenue complètement à l'écart de sa vie. Il t'aurait reconnu d'une façon ou d'une autre, t'aurait incluse dans son testament. Il y aurait eu un certain contact. Sophie considéra ses paroles. C'était vrai qu'il n'y avait jamais eu aucun rapprochement de la part d'Alexandre Dubois. L'accord était strictement financier, des paiements mensuels en échange d'un silence absolu. « Alors pourquoi l'argent ?» demanda-t-elle, donnant voix à la question qu'ils se posaient tous deux. « Pourquoi l'accord juridique ?» Nicolas respira profondément. « Il n'y a qu'une personne vivante qui pourrait le savoir avec certitude, et nous devons lui parler. » 3 heures plus tard, ils étaient assis dans le salon d'une modeste maison en périphérie de Clermont-Ferrand. La femme face à eux était une version vieillie mais élégante des photographies que Nicolas avait vues toute sa vie. Marguerite Dupont, la gouvernante qui avait servi les Dubois depuis avant sa naissance, maintenant retraitée, mais avec le même regard vif et compatissant dont il se souvenait. « Je savais que ce jour viendrait, » dit la femme âgée, servant du thé dans des tasses en porcelaine fine que Nicolas reconnut du manoir. Un cadeau de sa mère, supposa-t-il. « Dès le moment où j'ai recommandé Sophie pour travailler dans la maison. »« Tu le savais ?» demanda Sophie, incapable de cacher son incrédulité. « Au sujet de... mon père ?» Marguerite soupira profondément, comme si le poids de décennies de secrets reposait sur ses épaules. « J'ai toujours su que ce secret finirait par être révélé. Les secrets finissent toujours par l'être, surtout ceux qui impliquent le cœur. » Elle posa sa tasse sur la table et regarda directement Sophie. « Ta mère et moi étions amis depuis notre jeunesse. Nous avons grandi dans le même quartier, bien que nos chemins se soient séparés quand j'ai commencé à travailler pour les Dubois. » Elle sourit avec nostalgie.
Lucie était belle, avec ces mêmes yeux que tu as qui semblent voir à travers tout. Sophie se pencha en avant, absorbée par chaque mot sur la mère qu'elle avait perdue trop tôt. Alexandre Dubois et Émilie étaient déjà mariés quand Lucie a commencé à travailler dans les entreprises Dubois, au département comptabilité, continua Marguerite. Émilie était enceinte de Nicolas, leur premier enfant. Nicolas sentit un frisson. Il n'avait jamais entendu cette partie de l'histoire. Lucie et Alexandre se sont rapprochés. Marguerite choisit ses mots avec soin. Ce n'était pas seulement une aventure occasionnelle, comme certains pourraient le penser. Il y avait une affection sincère, mais Alexandre aimait sa femme, et quand il a su qu'Émilie attendait leur premier enfant, il a mis fin à la relation avec Lucie. Sophie acquiesça, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Et puis, il a appris que ma mère était aussi enceinte. Marguerite secoua la tête. Pas immédiatement. Lucie n'a jamais voulu le lui dire. Elle savait qu'il avait choisi sa famille, et elle était trop fière pour essayer de le retenir avec une grossesse. Elle fit une pause, prenant une gorgée de thé. C'est des années plus tard, quand tu avais environ 5 ans, qu'Alexandre l'a découvert par hasard. Il m'a vu avec Lucie et toi dans le parc un dimanche. Il a reconnu Lucie immédiatement, et en te voyant, il a cru que j'étais sa fille, compléta Sophie. Il l'a craint, corrigea Marguerite, parce que tu es née à peine 7 mois après la naissance de Nicolas. Les dates rendaient la possibilité plausible mais hautement improbable. Nicolas essayait d'assimiler cette information. « Attends, tu es en train de dire que… » « Je dis qu'Alexandre n'était pas sûr, » répondit Marguerite, le regardant directement. Et dans sa position avec une jeune famille, une épouse qu'il aimait profondément malgré ses erreurs passées, il a décidé d'aborder le problème de la seule façon qu'il connaissait, comme une affaire. « L'accord, » murmura Sophie. Marguerite acquiesça. « Il a offert à Lucie une sécurité financière pour toi, en échange d'un silence absolu. Non pas parce qu'il était sûr que tu étais sa fille, mais précisément parce qu'il n'en était pas sûr, et ne voulait pas risquer un test de paternité qui aurait pu détruire son mariage s'il s'avérait positif. « Et ma mère a accepté cela ?» demanda Sophie, d'un ton qui mêlait incrédulité et douleur. « Ta mère t'aimait plus que tout au monde, Sophie, » répondit Marguerite avec fermeté. « Elle a accepté parce que cet argent signifiait que tu pourrais avoir des opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Une bonne éducation, un foyer stable, et parce que, au fond, elle aussi avait des doutes. » Nicolas, qui était resté silencieux pendant qu'il assimilait cette révélation, parla enfin. « Des doutes sur le fait que j'étais vraiment le fils d'Alexandre ? Non, mon Dieu. » Marguerite sembla horrifiée par cette idée. « Des doutes sur le fait que Sophie était vraiment la fille d'Alexandre. » Le silence qui suivit fut si profond qu'il pouvait entendre la vieille horloge du salon marquer les secondes. Finalement, ce fut Sophie qui formula la question qui planait dans l'air. « Si ce n'était pas lui, qui était mon père ?» Marguerite soupira à nouveau. « Il y avait quelqu'un d'autre dans la vie de ta mère à cette époque, quelqu'un qu'elle aimait beaucoup mais qui a disparu quand il a appris la grossesse. Un homme nommé Vincent Moreau. C'était un artiste, un peintre, instable mais brillant selon Lucie. » Sophie porta une main à sa bouche, se souvenant soudainement de quelque chose. « Le tableau dans notre salon, » murmura-t-elle. « Le paysage côtier que maman n'a jamais voulu vendre, même dans les pires moments financiers. Il était signé VM. » Marguerite sourit tristement. « Celui-là même, un cadeau de lui, d'après ce que m'a raconté Lucie. » Nicolas observait Sophie, voyant comment elle assimilait cette possibilité. « Alors, il existe une probabilité réelle que nous ne partagions aucune parenté sanguine. C'est plus que probable, » confirma Marguerite. « D'après les calculs de date de Lucie, il était plus plausible que tu sois la fille de Vincent. Mais il n'y a jamais eu de certitude absolue, et avec la disparition de celui-ci, il n'y avait aucun moyen de le prouver, » compléta Sophie. « Jusqu'à maintenant, » dit Nicolas avec une nouvelle conviction dans sa voix. « Maintenant, nous avons des moyens de le savoir avec certitude. » 2 semaines plus tard, Sophie et Nicolas étaient assis dans le bureau d'un laboratoire génétique privé à Paris. Le médecin face à eux tenait une enveloppe scellée contenant les résultats des tests ADN qu'ils avaient demandés. Le chemin jusqu'à ce moment avait été un tourbillon d'émotions, doutes, espoir, peur et finalement le besoin partagé de connaître la vérité, quelle qu'elle soit. « Avant d'ouvrir ceci, » dit Sophie, prenant la main de Nicolas entre les siennes, « je veux que tu saches quelque chose. » Nicolas la regarda avec une intensité qui faisait que tout le reste semblait s'évanouir. « Quoi que ce soit, je t'aime, dit-elle simplement. Et si ces résultats disent ce que nous craignons, je trouverai le moyen de surmonter cet amour, de le transformer en quelque chose de différent. Mais jamais, jamais, je ne cesserai de te vouloir dans ma vie. » Nicolas porta la main de Sophie à ses lèvres, l'embrassant doucement. « Et je ne cesserai jamais de t'aimer, Sophie. Quoi qu'il arrive, nous trouverons un chemin. » Le médecin, discrètement ému par cet échange, ouvrit l'enveloppe et examina les résultats. Son expression professionnelle ne révélait rien. « Selon notre analyse, »
commença-t-il, avec une marge d'erreur inférieure à 0,01%, je peux confirmer que vous deux ne partagez aucune parenté génétique. Vous n'êtes ni frère et sœur, ni demi-frère et sœur, ni cousin jusqu'au 4e degré. Les mots flottèrent dans l'air un moment avant d'être pleinement compris. Sophie sentit que les larmes coulaient librement sur ses joues, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement, d'une joie si pure qu'elle en était presque douloureuse. Nicolas se leva et la souleva dans ses bras, tournant avec elle au milieu du cabinet médical, sans se soucier de rien d'autre que de la femme qu'il tenait et de la vérité qu'ils venèrent de découvrir. « Je te l'avais dit », chuchota-t-il contre ses cheveux. « Je le savais dans mon cœur. Ce que nous ressentons ne pouvait pas être faux. » Ce même après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher sur l'horizon de Paris, Nicolas emmena Sophie sur le toit-terrasse de l'hôtel où il séjournait. Il avait préparé un dîner intime, avec des bougies et des fleurs, et une vue panoramique sur la ville qui s'étendait devant eux comme une mer de lumière. « Qu'est-ce que nous célébrons exactement ?» demanda Sophie, tandis que Nicolas versait du champagne dans 2 flûtes en cristal. « La vérité, » répondit-il, « la fin des doutes, le début de notre avenir ensemble, sans ombre du passé. » Sophie sourit, acceptant la coupe qu'il lui offrait. « Et comment imagines-tu cet avenir ?» Nicolas la regarda avec cette intensité qui la faisait toujours se sentir comme si elle était la seule personne dans son univers. Brillant, plein de projets ensemble, de rêves partagés, toi, terminant tes études de design. Nous deux, transformant des espaces qui ont besoin de vie, comme nous l'avons fait avec la bibliothèque. Ça semble merveilleux, murmura-t-elle, mais ça semble aussi professionnel. Qu'en est-il de nous, personnellement ? Un sourire énigmatique traversa le visage de Nicolas. Il posa sa coupe sur la table et s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Personnellement, dit-il, d'un ton qui fit bondir le cœur de Sophie, j'imagine me réveiller chaque matin à tes côtés. Construire un foyer ensemble, non pas un manoir rempli de fantômes et d'attentes, mais un véritable foyer, un lieu qui reflète qui nous sommes, ensemble. » Tout en parlant, il glissa la main dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours bleu. Sophie retint son souffle, sentant que le temps s'arrêtait. « Je n'ai pas de discours préparé, » continua Nicolas, avec une vulnérabilité rare chez lui, « parce que tout ce que je ressens pour toi est trop grand pour tenir dans des mots répétés. Mais je sais, avec une certitude, que je n'avais jamais ressenti auparavant, que je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague avec une émeraude entourée de petits diamants. La pierre, d'un vert profond, rappelait inévitablement les yeux de Sophie. « J'avais l'habitude de penser que j'étais condamné à répéter les erreurs de mes parents, » dit Nicolas, sa voix à peine un murmure, « à aimer trop intensément, à perdre de manière tragique. Mais maintenant, je comprends que l'amour n'est pas une condamnation, c'est un choix. Et je te choisis, Sophie Martin, aujourd'hui et tous les jours à venir. » Il s'agenouilla devant elle, la bague tendue comme une promesse. « Veux-tu m'épouser ?» Sophie, les larmes de bonheur voilant sa vision, acquiesça avant même de pouvoir parler. « Oui » parvint-elle finalement à dire. « Bien sûr que oui. » Quand Nicolas glissa la bague à son doigt, elle s'ajusta parfaitement, comme si elle avait été créée spécifiquement pour elle. Comme si, d'une certaine manière, ce moment avait été inévitable depuis la première fois que leurs regards s'étaient croisés, lors de cette fête qui semblait maintenant s'être déroulée dans une autre vie. Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé de Paris, scellant une promesse qui transcendait les classes sociales, les scandales passés et toutes les tempêtes qu'ils avaient surmontées pour arriver jusqu'ici. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait savoir à ce moment-là, c'est que leur histoire ne faisait que commencer, que le chemin qui s'étendait devant eux serait rempli de défis et de joies qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, que leur amour, né entre 2 mondes apparemment irréconciliables, inspirerait d'autres à croire aux secondes chances, aux connexions qui défient toutes les probabilités. Mais pour l'instant, dans ce moment parfait suspendu dans le temps, il n'existait que 2. Nicolas et Sophie, non pas l'héritier du bois et l'employé de maison, non pas le millionnaire et la designer, juste un homme et une femme qui avaient choisi de se voir vraiment l'un l'autre, au-delà des étiquettes et des attentes. Et dans ce choix, ils avaient trouvé non seulement l'amour mais leur propre définition du foyer. Cette fin heureuse après tant d'épreuves vous a-t-elle ému ? Dites-moi ce qui vous a le plus touché dans cette histoire, et n'oubliez pas de me dire depuis quelle ville vous avez suivi cette histoire d'amour qui a triomphé contre toute attente. Si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous à ma chaîne et suggérez de nouvelles idées pour mes prochains récits.